bonjour, bienvenue sur ce live. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Je sais pas s'il y a du monde avec moi. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs petites choses. On va parler des examens qui viennent de se dérouler. On va parler aussi un peu de l'actualité liée à l'enseignement, des recherches en pédagogie, et on va aussi aborder la thématique des conseils de classe. Qu'est-ce qui s'y fait, qu'est-ce qu'on y dit, comment ça se passe, histoire de lever un petit peu le voile sur cette chose mystérieuse qu'est le conseil de classe. On va commencer par parler un petit peu des actualités, faire un peu le point pour commencer tranquillement. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à intervenir, à me dire si tout fonctionne bien, si on m'entend bien. Et on va pouvoir se lancer. Alors, dans l'actualité de l'enseignement cette semaine, qu'est-ce qu'on a à dire ? Alors, on a plusieurs choses à dire cette semaine concernant l'actualité de l'enseignement. Il y a des tensions syndicales liées aux annulations ou annulations partielles du CE1D et du CESS, vous le savez peut-être, mais dans certaines écoles, ces évaluations externes ont été annulées ou partiellement annulées. La fin de l'année, elle a été marquée par des mouvements de protestation contre les réformes, ça je suppose que personne n'a pu passer à côté. Donc les réformes liées à la charge horaire dans le secondaire supérieur, mais pas uniquement, toutes les réformes liées au réajustement budgétaire dans le milieu de l'enseignement de l'éducation. Et ça a fait des blocages. Il y a eu des blocages d'écoles qu'on appelle des écoles coffre-fort, c'est-à-dire les écoles qui vont en gros rassembler les épreuves externes et à partir desquelles ces épreuves externes vont être redistribuées à gauche, à droite dans toutes les écoles. Ces écoles coffre-fort, elles ont été partiellement bloquées par différentes personnes et ça a empêché la tenue de ces épreuves. C'est du coup les résultats des évaluations continues de l'année qui vont être pris en compte. Là où les évaluations n'ont pas pu avoir lieu, mais évidemment ça a déplu à pas mal de monde, que ce soit des enseignants qui voulaient faire passer ces évaluations, des élèves qui avaient préparé, des enseignants, des parents qui n'étaient pas en accord avec le fait que les examens ne se déroulent pas. Bref, tout ça a eu un impact sur le monde de l'enseignement de manière générale. Alors, ce mardi 23 juin, c'était la clôture des épreuves du CEB. Donc les élèves de 6e primaire ont terminé les épreuves du CEB. Il y avait une nouveauté cette année au niveau du CEB, c'était le déploiement du tronc commun. On a donc eu 2 épreuves adaptées pour accompagner le changement de référentiel, puisque certains élèves ont passé le CEB sur la version de l'ancien modèle et d'autres élèves l'ont passé sous la version du nouveau modèle de CEB, ce qui a mené donc à une double création d'évaluation. Il y a aussi eu la fin du CE1D. Le CE1D s'est terminé aujourd'hui même, si je ne m'abuse. Les épreuves, j'espère, se sont bien passées pour tout le monde. Il y a d'autres choses dans l'actualité. On parle depuis ce week-end d'un premier bilan lié à l'interdiction des smartphones récréatifs dans les écoles. En vigueur donc depuis la rentrée 2025, la règle imposait le rangement des téléphones dans le cartable, que ce soit en maternelle, même si je sais qu'il n'y a pas énormément de téléphones, mais bref, l'obligation y est aussi mise, jusqu'à la fin du secondaire. On fait les premiers bilans par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a globalement une diminution sensible des conflits immédiats dans la cour de récréation liés à cette suppression de l'utilisation du smartphone, mais ça reste quand même un enjeu logistique difficile à gérer par les éducateurs et les équipes éducatives, puisque les élèves n'ont pas encore bien assimilé cette information dans pas mal d'établissements scolaires. On parle aussi de l'ajustement des rythmes scolaires, donc le calendrier réformé qui alterne 7 semaines de cours et 2 semaines de congés, il continue à alimenter les discussions. Les retours
autour de ce rythme scolaire de 7 semaines de cours, 2 semaines de congé, qui est maintenant en place depuis 2 ou 3 ans, on a l'occasion de l'analyser avec un peu plus de précision. Ça occasionne une meilleure gestion de la fatigue au cours de l'année. Il y a donc moins de fatigue chez les enseignants, moins de fatigue aussi chez les apprenants, les élèves. Mais il y a aussi un défi de synchronisation avec la communauté flamande, mais aussi avec l'enseignement supérieur, les calendriers qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas adaptés d'une section à l'autre. Et ça amène à certains conflits à l'intérieur des familles. On espère évidemment pouvoir trouver des accords entre les différentes communautés, entre les différents niveaux d'enseignement, afin que cela se résolve rapidement. On continue au niveau des actualités dans la recherche et la pédagogie. Le regard de la recherche sur l'échec et le redoublement. On est évidemment en fin d'année là maintenant et on va parler de ce redoublement et on va voir un petit peu ce qu'en dit la recherche. Au niveau des sciences de l'éducation, il y a eu des travaux qui ont été menés par le GIRCEF à l'UC Louvain et le CRSE à l'ULB, donc qui sont 2 organismes spécialisés sur la neuropédagogie et les sciences de l'éducation, qui remettent profondément en question le redoublement. Pourtant, ça reste une spécificité culturelle dans notre pays. En Belgique, c'est quelque chose qui est fortement pratiqué. On voit dans la recherche qu'ils mettent en avant une inefficacité pédagogique. Globalement, la recherche académique montre unanimement que le redoublement, ça ne permet pas de combler les lacunes des élèves. Donc ça n'a pas d'impact sur le fait de résoudre les lacunes des élèves. Au contraire, ça constituerait même l'un des premiers facteurs du décrochage scolaire futur. Donc au niveau de l'efficacité pédagogique, eh bien, le redoublement, on remarque au niveau de la recherche qu'il n'est pas très efficient. Il y a des risques aussi au niveau psychosocial, sur le plan affectif. L'échec, c'est une source de dégradation de l'estime de soi. Si on dégrade son estime de soi, on risque d'avoir aussi des résultats qui continuent à baisser. La rupture avec le groupe va aussi causer des problèmes sociaux pour l'élève au sein de son établissement scolaire, au sein de son groupe d'amis. Ça peut entraîner une exclusion sociale, ce qui peut là aussi amener une démotivation et donc potentiellement un décrochage scolaire futur. Et selon un sociologue de l'éducation précis, Hugues Dralens, si les enseignants continuent à utiliser le redoublement malgré la preuve de son inefficacité, c'est parce que le redoublement joue un rôle de régulateur. On gère l'hétérogénéité des classes, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que le niveau des classes soit équilibré, qu'il n'y ait pas une différence très importante de niveau entre les différentes classes, ce qui fait que si le niveau n'est pas atteint, on va avoir tendance à maintenir l'élève dans une année pour faciliter cette hétérogénéité. S'il a déjà vu la matière par le passé, il risque plus facilement de pouvoir avoir des résultats positifs et donc se retrouver dans une même moyenne que les autres élèves de sa propre classe. Ça a un effet potentiellement positif pour la facilité d'enseignement du prof, mais ça ne va pas apporter d'éléments positifs pour l'élève. Donc cette question du redoublement est énormément remise en cause par la recherche en psychopédagogie. La question évidemment se pose sur qu'est-ce qu'on doit faire de ces informations. Est-ce qu'on doit appliquer tel quel ce que nous disent ces chercheurs en disant le redoublement ne sert à rien, on le supprime. C'est un petit peu ce qui est mis en place avec la notion du tronc commun. On évite le redoublement jusqu'à la 2e, voire peut-être plus tard la 3e secondaire, pour éviter justement cette inefficacité pédagogique et limiter les risques psychosociaux. Est-ce qu'on doit continuer à le faire plus loin que la 3e secondaire ? C'est suppression du redoublement, mais c'est une question qui va continuer à se poser dans les années à venir. On sera là évidemment pour suivre ce qu'on en dit. Alors, lorsqu'on reçoit un mauvais bulletin en fin d'année, il y a plusieurs façons d'agir en tant que parent, en tant qu'élève, comment on se positionne. Si on est amené à subir ce redoublement, il faut dédramatiser cet échec, c'est-à-dire présenter l'année difficile pas comme une fatalité. On est acteur de son enseignement, on a l'opportunité de reconstruire ses méthodes d'apprentissage, il faut donc aller vers l'avant et pouvoir avancer vers quelque chose de plus positif dans la suite.
Et on va aussi essayer de co-construire différentes solutions. L'adolescent doit être impliqué dans ce bilan. Et le parent aussi doit être impliqué dans ce bilan. Qu'est-ce qui a posé problème? Pourquoi est-ce que les résultats ont été négatifs? Est-ce que c'est à cause de la méthode de travail? Est-ce que c'est à cause du manque de sommeil? Est-ce que c'est l'endroit dans lequel on a étudié qui n'est pas adapté? Est-ce que c'est la solution qu'on a utilisée qui n'est pas idéale? On va devoir réfléchir à tout ça, mettre en place des remédiations, des travaux dans le sens de l'élève pour le faire progresser, le faire avancer au fur et à mesure de son apprentissage. Alors, justement, cette notion d'échec scolaire, elle va être menée à partir du conseil de classe. Le conseil de classe, c'est donc une réunion de l'ensemble des enseignants qui est présidée par la direction ou un membre du corps directoral si on est dans une école beaucoup plus grande, qui va se réunir pour délibérer et évaluer si l'élève a atteint le niveau de compétence requis, si il est prêt à passer dans l'année suivante. Il va y avoir 3 possibilités de résultats. Alors ici, on va parler du secondaire. Je ne parle pas des solutions qui sont mises en place dans le primaire. Personnellement, je ne les maîtrise pas. Je suis enseignant dans le secondaire, donc je vais parler de celles que nous, on utilise en tant que prof dans le secondaire. Vous le savez, en première, secondaire, il n'y a pas de redoublement possible. Alors à ce moment-là, c'est un avis A qui sera donné à tous les élèves, une réussite sans restriction. L'élève a atteint le niveau requis, il passe d'office dans l'année suivante. Il va quand même y avoir dans de nombreuses écoles certaines petites restrictions concernant l'option d'études choisie lors de la 2e secondaire. Si l'élève a eu de très mauvais résultats dans une branche spécifique, on va lui déconseiller une option pour l'année suivante. On ne peut pas la lui interdire, mais on peut la lui déconseiller. En 2e secondaire, on va avoir 2 possibilités. On va avoir toujours l'avis A en cas de réussite, mais on peut aussi avoir l'avis C qui représente, lui, l'échec scolaire. Ça signifie que le jury estime que les lacunes accumulées sont trop importantes, que les lacunes sont trop grandes, et le passage dans l'année supérieure va donc être refusé. On va mettre en place un redoublement. Il n'y aura pas d'avis B en 2e secondaire. L'avis B, lui, c'est un passage avec restriction, c'est-à-dire que l'élève est admis dans l'année supérieure, mais avec une interdiction d'accéder à certaines sections ou certaines options spécifiques du secondaire. Ça, c'est quelque chose qui existe à partir de la 3e secondaire. En 3e secondaire, on va pouvoir avoir ce passage avec une restriction. Donc l'élève est admis dans l'année supérieure, mais il va avoir l'interdiction d'accéder à certaines sections ou à certaines options spécifiques. Par exemple, on peut lui mettre ce qu'on appelle une AOB, donc un avis B, qui lui interdit de poursuivre ses études dans l'enseignement général ou qui lui interdit de poursuivre ses études dans l'enseignement technique. Ces restrictions, elles vont être prises en fonction à la fois des résultats de l'élève, mais aussi de son projet, de ce qu'il souhaite faire. On va essayer de prendre en compte l'objectif de l'élève, quel va être son but dans la suite de son enseignement. Voilà donc sur le fonctionnement pur d'un conseil de classe, quelles sont les décisions qui peuvent être prises. Au-delà de ces décisions, on va avoir d'autres éléments au sein de ce conseil de classe, ce sont des discussions. Chaque professeur va pouvoir parler de chaque élève. Si un professeur a quelque chose à dire, eh bien il peut tout à fait le faire. Il va intervenir en disant voilà, dans mon cours il s'est passé ceci, il s'est passé cela, les résultats ils ont augmenté, ils ont diminué pour telle raison. Chaque prof écoute lorsque l'autre prof a la parole et ainsi on va passer d'un prof à l'autre afin d'avoir un bilan global pour l'élève concerné par tous les professeurs présents lors du conseil de classe et c'est à partir de toutes ces informations qu'on prend la décision finale concernant l'avis A, l'avis B et l'avis C, toujours aussi en concertation avec les membres de la direction. Ça, c'est le fonctionnement typique d'un conseil de classe. Et voilà donc pour nos informations de cette semaine concernant le fonctionnement des conseils de classe, l'actualité en Fédération Wallonie-Bruxelles et la recherche en pédagogie. On va avoir ici un petit test de conseil de classe un peu modèle. On va prendre
un élève, disons Thomas. Nous prenons Thomas et nous voyons ici les résultats de Thomas. En français, Thomas a 75%, en EDM 72, en langue moderne 65, en maths 38, en sciences 68 et en éducation physique 80. Qu'est-ce qu'on voit ici ressortir dans un premier temps? C'est qu'il a une bonne moyenne générale de 66%, mais qu'il a un échec, et un échec assez conséquent à 38% en mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va écouter tous les enseignants, on va potentiellement commencer par la personne qui préside le conseil de classe, savoir le directeur ou le représentant en tout cas pédagogique de l'établissement. Par exemple, ici, la directrice pourrait nous dire « Bonjour à tous, nous commençons la séance avec le dossier de Thomas. Au vu de ses résultats et de l'absence totale de notes sous la barre de 50%, il y a une petite erreur ici puisqu'il y a une note à moins de 50%, eh bien, nous allons écouter chacun des enseignants. Alors, la prof de mathématiques prend la parole puisqu'il y a un échec chez elle. Il y a un niveau très préoccupant, les lacunes datent déjà de la première secondaire, se sont accumulées, l'élève a abandonné tout effort, ne rend plus ses devoirs et bloque dès qu'une consigne demande plus d'une étape de réflexion. Et la professeure de mathématiques nous dit la troisième est inaccessible en l'état. Alors ça c'est l'avis de la prof de maths. On va écouter aussi les autres enseignants, là où il a de bons résultats. Prenons par exemple la professeure de français qui nous dit ici une excellente maîtrise de l'expression écrite et orale, l'élève sait structurer une argumentation complexe, son vocabulaire est riche, les analyses de texte sont d'une grande finesse pour son âge, une participation active et construite au cours, bref, un bon élève. Et on prend ainsi l'ensemble des professeurs. Ici je vous ai mis d'autres exemples, on ne va pas les faire tous pour tous les élèves, mais on va clôturer tout ça par une remise en contexte de la part du titulaire de classe qui va nous dire, eh bien, concernant cet élève, globalement il y a une bonne volonté, il est assez discret, c'est un élève qui a tendance à se faire oublier, il n'ose pas poser des questions, donc on essaye de comprendre avec un peu plus de précision pourquoi il pourrait avoir des résultats qui sont en chute ou qui sont assez négatifs. Il n'ose pas poser de questions, je pense qu'il y a un blocage de confiance en soi à travailler l'année prochaine, et la question étant, l'année prochaine, c'est dans quelle année? Est-ce que c'est toujours en deuxième secondaire? Est-ce que c'est en troisième secondaire? Puisqu'ici j'ai pris tous des exemples d'élèves de deuxième secondaire, si je ne m'abuse. Alors, on passe à la délibération une fois qu'on a écouté tous les enseignants. Délibération et vote du jury si on n'est pas d'accord. Donc l'argument pour alimenter le débat, il y a une matière en échec qui est mathématique, mais la moyenne générale est de 66%. L'élève, il est sérieux, c'est un élève impliqué. Le conseil a des arguments pour tenter un passage, mais avec un accompagnement, une remédiation, ce qu'on appelle un plan individuel d'apprentissage, un PIA. On peut soit donc octroyer l'AOA, donc le passage direct en troisième secondaire, octroyer l'AOA mais sous contrat. Attention, il va y avoir des remédiations à mettre en place, principalement en mathématiques, ou octroyer l'AOC, une non-certification, donc là un redoublement. Dans ce cas-ci, on ne va pas proposer un redoublement. Pourquoi? Il n'y a que le cours de mathématiques qui est en échec, donc l'élève va pouvoir passer à l'année supérieure. Néanmoins, on repère que la professeure de mathématiques nous dit que les lacunes datent de la première secondaire. On a donc des lacunes qui sont relativement longues et qui vont avoir une implication conséquente sur les résultats potentiels l'année suivante. Vu qu'on a cette difficulté, eh bien on va plutôt octroyer l'AOA sous contrat avec remédiation. Pourquoi? Pour que l'élève puisse continuer à grandir, puisse s'améliorer dans les années à venir sur ses difficultés en mathématiques. On change d'élève. On prend Yanis. Alors Yanis, il a ici 2 échecs. Un échec en mathématiques et un échec en langue moderne. Mais on voit que tous ces résultats flirtent avec les 50%. Si on écoute un petit peu ce que nous dit la prof de mathématiques, elle nous dit voilà, l'échec est là, les compétences de base sur les fractions, les équations simples, la géométrie sont pas acquises. L'élève se contente d'appliquer des formules apprises par cœur sans jamais comprendre la logique. Une remise à niveau en doute est indispensable pour aborder la rentrée, donc elle ne semble pas nous dire qu'elle souhaite un redoublement pour cet élève, mais bien qu'il faut qu'il travaille, qu'il s'améliore durant les vacances. On va voir un petit peu ce que nous dit la professeure de langue. Elle est où elle, la professeure de langue? Elle n'est pas là.
Ben voilà, la professeure de langue, elle est absente. Tant pis, on va écouter ce que nous dit prof de sciences, puisqu'on voit qu'en sciences, il est pile à 50%. Les évaluations théoriques sont réussies, mais la manipulation en laboratoire reste désordonnée. Le travail est satisfaisant dans l'ensemble. L'élève doit apprendre à être plus rigoureux. Globalement, si on voit ce que nous disent les professeurs, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une dynamique positive. L'élève a redoublé d'efforts sur la fin d'année, son attitude est irréprochable, sa progression est une belle victoire pour nous. Tout ça va nous faire dire qu'on va potentiellement lui octroyer le passage dans l'année supérieure. On délibère ce profil, on va lui dire ok, on t'octroie le passage dans l'année supérieure, mais attention quand même, il va falloir travailler. On a de nouveau les deux possibilités, la OA en passage direct ou la OA sous contrat de remédiation. Ici, on va plutôt privilégier sous contrat de remédiation pour retravailler les matières qui ont posé problème durant les CE1D, durant les évaluations de fin d'année. On prend un autre élève exemple, on a Lucas. Alors Lucas, qu'est-ce qu'on voit? Il a de très bons résultats, 85, 82, 80, 88. On écoute ce que nous dit le directeur, bonjour à tous. Voilà, on commence avec Lucas. Au vu de ses résultats généraux, de l'absence de toute note sous la barre de 50%, le dossier me semble limpide et serein. Je vous laisse prendre la parole si vous le voulez. On écoute ce que nous dit la prof de français. Il y a une excellente maîtrise de l'expression écrite et orale. Il s'est bien structuré, il a un bon vocabulaire, les analyses sont riches. Une participation active, constructive au cours. On peut éventuellement regarder ce que nous dit le prof de DM. Un parcours brillant. L'élève applique la méthode de DM avec beaucoup de rigueur. Il sait recroiser des informations. Il sait faire la différence entre les traces du passé et les documents reconstitués. Sa curiosité intellectuelle et son esprit critique sont de réels atouts pour la suite. Bref, globalement, que des choses positives. Si on a énormément de choses positives, on perd pas de temps. On voit que les résultats sont bons. On va pas s'amuser à écouter tout le monde, sauf si quelqu'un souhaite intervenir. Mais souvent, sur des cas comme cela, on n'a pas grand-chose à dire. On octroie directement le passage direct dans l'année supérieure. On prend un dernier exemple. On a ici Chloé qui a 42% en français, 45 en EDM, 39 en langue moderne, 35 en maths, 48 en sciences. Il y a 5 échecs, 5 notes en dessous de 50%. Sa moyenne est elle aussi en dessous de 50%. Là non plus, on ne va pas prendre énormément de temps à discuter de la situation parce que le bilan est assez limpide. On ne sait pas potentiellement accorder une réussite sous condition ou autre. Il y a trop de difficultés. On va ici avoir l'obligation d'octroyer l'AOC, c'est-à-dire le redoublement. On pourrait écouter tous les avis des enseignants, ce qu'on fait évidemment pour comprendre chaque échec. On va devoir écouter ce que nous dit chaque professeur pour comprendre pourquoi le niveau est préoccupant à ce point. On va les écouter, mais on va quand même octroyer un redoublement. Et l'année prochaine, vu ce qu'ont dit les professeurs, on va informer les professeurs des autres années, les professeurs qui auront cet élève l'année suivante pour savoir où étaient les difficultés et comment s'améliorer. Voilà, alors si on revient un petit peu sur les actualités, on a parlé c'est quoi? Qu'est-ce que je voulais vous dire moi? Je sais plus, j'avais quelque chose en tête, je voulais vous reparler de quelque chose. Je sais plus. Je pense globalement avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. On a fait le tour des actualités. Donc les tensions syndicales, si je résume. Les tensions syndicales autour de l'annulation partielle du CE1D et du CESS. La clôture des épreuves du CEB qui était un petit peu particulier cette année puisque c'était la première année du CEB dans le système du tronc commun. Le premier bilan de l'interdiction des smartphones dans les écoles et l'ajustement des rythmes scolaires qui pose toujours quelques petites difficultés. Voilà donc ce qu'on a dit sur l'actualité et on a parlé du regard de la recherche assez récente, en particulier Duc Dralans, qui est sociologue à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, qui nous parle des difficultés que va occasionner ce redoublement et du fait que l'école devrait en tenir compte. C'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a tendance à rapidement se tourner vers le redoublement sans penser aux conséquences graves que ça peut avoir. Il est important de garder en tête le fait que ça n'apporte pas énormément pédagogiquement, que ça a des risques sur l'intégration sociale d'un élève. Il faut donc tenir ça à l'œil.
Voilà donc pour l'actualité de cette semaine, pour le petit tour sur les conseils de classe. Si vous n'avez pas d'interaction, si vous n'avez pas de choses à rajouter, eh bien, je vais pouvoir vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur un prochain live, probablement la semaine prochaine ou la suivante, je ne sais pas. Bonne journée!